Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Président du tribunal, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Monsieur le greffier, Mesdames, Messieurs, notamment architectes. Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, un opposant au pharaon décide d'empêcher le projet pharaonesque de construire un palais. Et pour ce faire, il a une bonne idée, c'est d'empêcher que l'on trouve les pierres. Car sans pierre, pas de construction. Et sans construction, pas de palais. Et si pas de palais, et je cite, pas de palais. Vous êtes ici dans le palais de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose, nous le savons bien ici. Il y a eu le temps des démolisseurs, des destructions, des ruines. Et dans ce palais de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a des gens qui, tous les jours, par leur œuvre prétorienne, construisent. Ce sont les juges. Ils produisent de la jurisprudence. Il y a d'autres corps de métier qui édifient, qui bâtissent, qui construisent. Ce sont des architectes. Quand les uns et les autres se rencontrent, ils ont, à l'issue d'un dialogue fécond, la possibilité, l'opportunité, parfois la joie, d'édifier des palais de justice ou des tribunaux. Sous la conduite ce soir de Antoine Garapon, qui préside l'Institut des hautes études de la justice, nous allons assister à un dialogue entre deux grands architectes. Dominique Perrault, que vous connaissez bien, qui est le concepteur de cette œuvre que nous appelons administrativement d'extension et de reconstruction du palais, et Bernard Platner, associé du cabinet Renzo Piano, qui, pour faire court, a construit le tribunal de Paris. L'un à Luxembourg, l'autre à Paris, car ce sont des villes, et notre sujet de ce soir, c'est de savoir comment on construit un palais ou un tribunal dans une cité. Car aussi bien, il est bien agréable, lorsqu'on vient d'écouter un concert de Tchaïkovski dans la Philharmonie de Port-en-Parc, de venir à la Cour, de même que quand l'on sort des ateliers Berthier à Paris et qu'on a écouté du Brecht ou du Racine et que l'on tombe sur le tribunal de Paris, de se dire peut-être qu'on est dans une ville. Monsieur le Président de la Commission Bâtiment, Monsieur Bilchen, va introduire cette soirée de ce soir. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Rachet, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Président du tribunal, chers collègues, distingués participants à la conférence de ce soir. En tant que Président de la Commission des bâtiments de la Cour de justice de l'Union européenne, il m'est un grand honneur et plaisir de vous accueillir ce soir à la conférence intitulée « Un palais dans la cité ». Le premier de ces termes, s'adressant plus particulièrement, mais pas exclusivement aux architectes, et le deuxième aux urbanistes. J'ajouterai à cet intitulé « Un palais dans la cité » le complément suivant, au service de la justice. Le terme « justice » ne s'adresse d'ailleurs pas uniquement aux juges, même pas uniquement aux plus de 2000 collaborateurs de la Cour, mais avant tout aux citoyens et plus généralement à la société. Comme le disait si bien le président Lecour lors de l'inauguration du palais de 1973, les édifices sont l'enveloppe de la société d'une époque. En effet, et je reviens au premier terme palais, chaque palais est au service de la fonction à laquelle il sera destiné. Un palais royal n'a pas la même fonction qu'un palais de justice. Que fait-on dans un palais de justice? On rend la justice. Et ce fait de rendre la justice a toujours été lié à un endroit physique. Je rappelle le chêne de Saint-Louis, en passant par le palais de la justice sur l'île de la Cité à Paris, jusqu'aux deux bâtisses emblématiques d'aujourd'hui, que sont le nouveau palais de justice Porte Clichy et le palais de la Cour de justice de l'Union européenne, dont vous débattrez ce soir avec messieurs Antoine Garapon, Bernard Platner et Dominique Perrault, que je suis très heureux de saluer parmi nous. Le palais qui nous accueille ce soir date de 1973. Force est de souligner que dès ce jour-là, tous les architectes qui ont œuvré ici au Kirchberg ont cherché à s'inscrire dans la tradition européenne de l'architecture judiciaire en donnant au bâtiment une autonomie, une identité
et une visibilité dans le paysage environnant. Ainsi, le palais, tout en s'agrandissant au fur et à mesure de l'élargissement de l'Union européenne et en s'adaptant toujours aux nouvelles contraintes, la dernière en date étant celle de faire face à des menaces pesant sur la sécurité physique, a su offrir un lieu de travail approprié aux membres et aux collaborateurs de la Cour, mais aussi à toutes les parties venant y chercher justice, mettre en place un accueil ouvert et transparent aux citoyens européens et symboliser la valeur de la communauté des valeurs communes basées sur le droit que constitue l'Union européenne. Vous me permettrez de saluer le travail de tous les architectes impliqués depuis 1973 et dont certains sont parmi nous ce soir. Que toutes ces conceptions architecturales sont devenues une réussite est cependant aussi le mérite de la bonne collaboration des responsables de la Cour avec les départements gouvernementaux du Luxembourg. J'aimerais remercier en tant que président de la Commission des bâtiments, plus particulièrement les présidents Gilles Robles, Skouris et Lennartz, les greffiers Grasse et Calot-Escobar, les directeurs Schaff et Schwirz et toutes les équipes impliquées. Et je me dois aussi de remercier la Chambre des députés du Luxembourg qui a toujours accordé les crédits nécessaires, les ministres successifs du gouvernement luxembourgeois responsables et les administrations impliquées, dont notamment le service des bâtiments publics sous la direction des directeurs Otto et Leida. Quant à la troisième cour, qui sera inaugurée demain, je dois souligner que cette collaboration entre la Cour et le pays d'hôte a permis de respecter à la fois les délais et le budget. Lorsque le premier palais a été inauguré, on ne pouvait pas encore parler d'un palais dans la cité. En effet, longtemps, le Kirchberg fut constitué par un assemblage de monuments, institutions européennes d'abord, établissements financiers ensuite. Il faut se rappeler que le Kirchberg fut pendant des siècles une immense surface maraîchère que le Grand-Duché du Luxembourg acquit en vue surtout d'y loger les institutions européennes. Aujourd'hui, le palais se trouve dans la cité, même si cette cité n'est pas encore achevée, bien au contraire, et heureusement. Le mérite en revient assurément à l'idée ingénieuse de créer dès les années 60 le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau du Kirchberg et à l'action inlassable de ses présidents successifs, Pesch, Gillen et Weike. Certes, les voies de circulation ont encore un effet séparateur et la vie sociale s'éteint les soirs et les fins de semaine. Mais la transformation du Kirchberg en une véritable cité est en marche. Le redressement des routes est en cours et la création de logements abordables, je le souligne, est amorcée. Le palais de justice, tel qu'il se présentera suite à l'inauguration de la troisième tour demain, joue un rôle clé dans cette cité. Les trois tours sont le centre de la skyline du Kirchberg et le palais lui-même continue à allier une présence physique massive et impressionnante à une physionomie transparente et ouverte. J'essaierai à nos architectes de prévoir, ensemble avec les services compétents de la Cour, une enceinte de sécurité qui ne reniera pas le principe fondamental de l'ouverture. Un palais de justice doit plutôt ressembler à un temple qu'à une forteresse. Notre institution, qui continue à faire tomber barrières et murs en Europe, ne peut elle-même se murer. Je tiens ainsi à souligner très fortement la création du futur jardin du multilinguisme, qui sera conçu ensemble par la Cour et le Fonds d'urbanisation du Kirchberg et dont nous avons déjà discuté au sein de notre commission des bâtiments. Ce jardin public sera le symbole de la symbiose de la Cour et de la citoyenneté européenne. Car si je dis que le palais est dans la cité, pour moi ce terme ne se réduit pas à la seule cité urbanistique du Kirchberg, mais à la civitas europeana, basée sur la rule of law, l'état de droit. Un état de droit se définit d'une part par l'existence de règles autonomes constituées par le droit primaire, élaborées principalement par les institutions européennes, traités, charte des droits fondamentaux, principes généraux du droit et droit international public applicable. Il se définit d'autre part par une justice indépendante, chargée d'appliquer et d'interpréter uniformément ce droit, ce que fait la Cour de justice de l'Union européenne, composée par la Cour et le tribunal. Ce n'est certainement pas un hasard que la jurisprudence de la Cour en 2018 et 2019 fut marquée avant tout par les arrêts relatifs à l'état de droit en Europe. Voilà pourquoi la Cour de justice mérite un palais qui, par sa masse, symbolise la suprématie du droit. Par sa conception, montre la transparence et l'ouverture du droit pour les justiciables et les citoyens, et par son agencement fonctionnel, permet à tous les agents de la Cour, à tous les niveaux, d'assumer leur mission au service du droit de l'Union. Demain, le 19 octobre,
Le 19 octobre, dans un mois, auront lieu à nouveau les portes ouvertes de la Cour. Comme à l'accoutumée, je participerai moi-même avec beaucoup d'autres collègues de tous les services en tant que guide. Je comparerai à nouveau, comme j'ai l'habitude de le faire, le palais à un corps humain, puisqu'on parle de l'humain, avec sa tête, que sont les salles de délibéré de la Cour et du tribunal. Ses membres, salles d'audience, bâtiment C, Erasme, qui ont tous leurs fonctions spécifiques, comme la troisième tour dédiée au multilinguisme. Ces artères, que sont l'anneau où circule, si j'ose employer cette image, le sang des arrêts, et la galerie où se croise, si j'ose dire, le sang des plus de 2000 agents de la Cour, des plaideurs et des visiteurs. Et finalement, son cœur, la grande salle d'audience, qui est plus qu'une simple salle d'audience, qui est même en quelque sorte le sanctuaire de l'Union européenne, parce que les membres des institutions y prêtent le serment après leur nomination. C'est cette salle prestigieuse qui vous accueille ce soir, car le sujet que vous traitez mérite ce cadre solennel. Je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci. Voilà, ça marche très bien. Alors, il me revient d'animer ce débat. Je vous remercie pour cette invitation qui m'honore, me retrouver dans des lieux aussi prestigieux, aussi beaux, aussi signifiants. Et avec deux architectes de talent, j'allais dire de génie, qui ont eu à relever un même défi. Le défi de construire la justice. Et finalement, dans l'intitulé « Un palais dans la cité », c'est le dans qu'il faut interroger, parce que je crois que la relation entre un palais de justice et la cité est une relation très profonde. Elle est très profonde parce que le palais de justice, c'est ce qui donne forme, ce qui constitue véritablement une cité, parce que c'est un lieu très particulier, c'est un lieu symbolique. Le mot est un peu à toutes les sauces, mais ce qui est formidable dans l'architecture, c'est que, avant d'être une métaphore, l'architecture est une réalité concrète. Ce sont des murs, des matériaux, des espaces, des circulations, des lumières, une transparence. Et en même temps, cette réalité matérielle du palais de justice, elle donne figure, elle donne une existence à un idéal, à une utopie. Et vous parliez, monsieur le directeur, de l'histoire. Le grand défi de ce palais, c'est d'être une justice en construction. Moi, je le visite depuis des années et à chaque fois, je découvre des choses, des espaces. Je comprends mieux les espaces, d'ailleurs, parce qu'ils sont aboutis, ils sont finis. Mais le défi qui est lancé à cette institution, et j'allais dire plus généralement à l'Europe, c'est de donner réalité à quelque chose qui n'existe pas encore, pas complètement. C'est d'être un palais en construction d'une entité elle-même en construction. Ça, c'est tout à fait singulier dans l'histoire de l'architecture. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fréquent que le palais de justice exprime l'idée d'une souveraineté. L'idée de la souveraineté, peut-être même en ce qui concerne mon pays, ou qu'il exprime l'esprit d'une nation. Je pense aux nouvelles nations, je pense notamment aux États-Unis et à toute cette architecture judiciaire américaine extraordinaire, extrêmement florissante, et qui à chaque fois doit exprimer les valeurs fondamentales de l'Amérique, d'un pays qui s'est créé dans une constitution. Ici, à Luxembourg, il faut être en avance sur l'histoire. Être en avance sur l'histoire, et vous disiez, au début, c'était un assemblage. Eh bien, il a fallu faire de cet assemblage une véritable cité. De la forêt de l'homme, il a fallu faire un aéropage. Et c'est ça le défi, et ce qui est à la fois enthousiasmant, parfois un peu déprimant en Europe, c'est d'être toujours dans cette construction. Et donc d'être toujours après cet idéal. C'est d'ailleurs, je rappelle, l'aéropage fait bien sûr penser à la trilogie de l'Oresti et à Eschyle,
où ce qui a fondé des textes fondateurs de notre culture occidentale européenne, eh bien précisément, c'est d'avoir à justifier la création d'un tribunal. Donc c'est un défi majeur et je vous propose de le voir successivement avec nos deux architectes à qui je vais donner donc la parole pour une présentation. Ensuite, vous pourrez réagir, eux-mêmes pourront réagir sur la manière dont ils s'y sont pris, en quelque sorte, pour honorer cette tâche éminente. Donc, cher Dominique Perrault, je vous donne d'abord la parole pour votre présentation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour. Merci à tous ceux qui ont, pendant ce temps, cette durée, œuvré pour que ce territoire se transforme petit à petit, que ce bâtiment se mette en place. Merci évidemment à Luxembourg, à sa ville, à son gouvernement. Il a fallu que tous ensemble, cette terre que vous avez ici devienne un quartier. Aujourd'hui, c'est en route, c'est irréversible. Et vraiment, je dois dire que nous sommes, Bernard Platner et moi-même, très émus ce soir parce que vous nous donnez en avant-première, d'une certaine façon, une place pour parler d'architecture, une place qui est une place culturelle, puisque nous ne sommes pas dans l'inauguration, qui sera beaucoup plus protocolaire. Et de cela, je souhaite vraiment vous en remercier avec beaucoup d'émotion, vous le sentez. Bien. En effet, l'architecture est un art, c'est certain, mais c'est un art qui évolue et qui ne se réduit plus à une dimension de construire un bâtiment en lui-même. C'est déjà pas mal, il faut déjà le faire, mais de construire un bâtiment qui développe et entretient des relations par rapport à une histoire, un présent bien sûr, mais aussi un devenir. Et donc, je voudrais placer, et c'est un thème de travail sur lequel nous réfléchissons actuellement, l'architecture comme un outil, un acte de révélation. Et je dois dire que cette image que vous voyez actuellement est pour moi extrêmement fondatrice de l'histoire du développement de Luxembourg. Luxembourg, comme la plupart des villes, lorsqu'elles ont voulu se développer, il a fallu qu'elles franchissent une rivière, ici une géographie plus, je dirais, en forme de canyon, mais il a fallu aller au-delà des éléments naturels pour traverser. Le Kirchberg, pour moi, c'est cela. Et le Kirchberg, c'est surtout cette idée qui vous honore à Luxembourg, cette idée têtue qui, pendant plusieurs décennies, vous avez inlassablement construit la Cour de justice sur elle-même. C'est unique en Europe. Regardez, même vos voisins plus immobiliers, vous me direz, la Banque européenne, construisent des bâtiments les uns après les autres. Il n'y a pas cette pensée, ce regard qui va fonder une institution, l'enraciner dans un territoire et la faire vivre avec lui au fur et à mesure. Donc voilà, là nous sommes assez brutaux. Nous passons du premier palais à la situation d'aujourd'hui. On voit que, effectivement, le pas a été franchi et qu'il y a une transformation, bien entendu, mais surtout une urbanité qui se met en place. Vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président de la Commission des bâtiments. C'est vrai, ce n'est pas seulement que des programmes institutionnels, il y a aussi de la vie, des logements, un ensemble de dispositifs
qui vont permettre petit à petit que ce territoire soit en fait le territoire du développement futur. C'est déjà, comme je le disais tout à l'heure, bien avancé. Mais revenons à ce que nous avons hérité. Nous avons hérité d'un bâtiment, entre autres, enfin, lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas que ce bâtiment. Pachowski et Fritsch avaient déjà œuvré. Donc, il y avait un ensemble. Mais ce bâtiment d'origine est un bâtiment extrêmement symbolique pour plusieurs raisons. Il est symbolique parce qu'il renvoie à la sidérurgie, qui est quand même la naissance d'une partie de l'économie de Luxembourg et de l'Est de l'Europe, enfin, ou tout au moins de la France. On est bien placé pour le savoir. Nous avons partagé les mêmes bonheurs, mais aussi les mêmes douleurs sur le sujet. Donc, la sidérurgie est en fait, si je puis dire, le matériau qui a fondé l'architecture du palais, et également sa période avec les architectes Consémus, Jamagne et Van der Elst. Madame Consémus est là ce soir, ça nous fait extrêmement plaisir que vous nous ayez rejoints. Et ces architectes sont des architectes modernes et qui étaient inspirés à l'époque, de mon point de vue, par l'architecture américaine. En effet, cette structure métallique est une structure qui s'inspire de ce mouvement de l'architecture métallique aux États-Unis, qui est une très très belle architecture, et on retrouve un certain nombre de détails, de dispositifs qui constituent ce palais. Alors, ce palais que vous voyez sur l'image, c'était un espèce de fourre-tout. Parce que, à la fin, comme l'Europe grandissait, il fallait rentrer de plus en plus de fonctions. Donc, on avait dans le palais, évidemment, des salles d'audience, pas assez. On avait des bureaux, on avait des stockages, enfin, on avait tout ce qu'on pouvait y mettre jusqu'à un moment où on ne pouvait plus rien y mettre. Et donc, il a fallu commencer à développer des extensions. Et je dois dire, le projet et l'idée de Pachowski et Fritsch était excellente, parce qu'elle créait en fait une situation qui renvoyait à la géographie du plateau, à sa topographie, et l'idée de construire, si je puis dire, un contrefort à ce palais métallique était quelque chose qui donnait un vrai dispositif, si je puis dire, architectural, mais aussi institutionnel, puisqu'il y avait ces avant-postes, la partie surélevée, la silhouette qui commençait à apparaître dans le quartier. Donc, nous avons considéré qu'il fallait absolument conserver ce palais que certains considéraient comme rouillé. C'est vrai qu'il était rouillé, parce que c'était de l'acier qui rouillait. C'est vrai aussi qu'il y avait des taches de rouille au pied de chaque poteau. C'est vrai que ce n'était pas exactement ce qu'on pouvait imaginer de plus élégant en matière d'architecture métallique. Par contre, c'était vraiment très beau, et c'était aussi l'histoire. Donc, nous avons voulu le garder. Nous n'étions pas les seuls, d'ailleurs, mais nous n'étions pas non plus forcément en grande majorité. Donc, ça a été une discussion, et cette discussion a abouti par la préservation de cette architecture métallique et surtout, je dirais d'une certaine façon, son inscription du point de vue symbolique comme étant le cœur du cœur, puisque dans le palais historique, dans cette structure métallique, il n'y a que des salles d'audience. Et autour de ces salles d'audience vont se développer différents dispositifs, dont cet anneau qui est rectangulaire, mais que nous appelons l'anneau, qui est cette forme rouge et qui va ceinturer le palais et permettre justement d'offrir ces cabinets, ces ensembles pour les juges, afin que petit à petit, il y ait ce mouvement, si je puis dire, un peu brownien entre les membres et les salles d'audience qui se trouvent au cœur. Mais il fallait quand même mettre en place un système qui permette, bien sûr, à ce que le cœur du cœur fonctionne, mais qu'il soit relié. Et donc, on a imaginé, à partir de ce palais et à partir de l'anneau, faire un travail dans l'épaisseur du sol pour aller jusqu'à la partie qui se trouve
donc en contrebas, le long de l'avenue, là où Pachowski et Fritsch avaient développé leur projet. Et donc, nous sommes ici un peu à mi-route, ou à mi-altitude, si je puis dire, puisque le niveau de référence du palais historique se trouve en haut du grand escalier, et le niveau de la galerie se trouve en contrebas. Donc, ce travail du passage, si je puis dire, d'un niveau à l'autre, est quelque chose qui crée, en architecture, mais en vie quotidienne aussi, une perception, une dynamique immédiate qui va relier les différents espaces entre eux. Et donc, on a créé, pour aller de l'un à l'autre, cette grande galerie qui, je dirais, qui finalement n'est pas une idée nouvelle, puisque dans le projet de Pachowski et Fritsch, il y avait déjà un système de galerie qui organisait une salle des pas perdus devant le tribunal, qui se développait en belvédère au bord du bâtiment, et donc nous l'avons prolongé. Nous l'avons prolongé, mais surtout nous avons appuyé ce qui existait sur la galerie, nous l'avons percé, et nous avons créé finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau. La galerie, c'est l'épine dorsale de l'ensemble. La galerie, c'est la colonne vertébrale qui va permettre non seulement que tous vivent ensemble, mais aussi qu'on puisse, au fur et à mesure, faire vivre ceux qui viennent nous rejoindre. Aujourd'hui, la situation est une situation d'une certaine complétude, si je puis m'exprimer ainsi, puisque l'ensemble des personnels de la Cour sont rassemblés sur le même site, grâce justement à la 5e tour. Et donc, cette galerie, on voit ici ces espaces qui permettent de créer des bâtiments qui ont leur propre architecture, d'un côté le palais existant et de l'autre côté l'anneau, la galerie. Donc, tous ces ensembles architecturaux ont une forme d'autonomie, si je puis dire, du point de vue de l'écriture, du point de vue de l'architectonique, mais ils sont tous reliés justement par ces espaces qui vont permettre d'aller d'un lieu à l'autre et petit à petit de rendre compte finalement de la vie quotidienne et des besoins et répondre aux besoins quotidiens. L'idée du palais et en particulier de l'anneau, c'est une idée de neutraliser les niveaux. En effet, vous savez que dans l'anneau, il y a plusieurs étages. Mais lorsque vous regardez l'anneau, vous ne voyez qu'un seul étage. Donc il y a un travail de neutralisation de la perception des étages, une forme d'abstraction, d'une certaine façon, de l'architecture, pour créer cet anneau, un peu un anneau de Saturne, qui est unitaire, qui n'a pas de haut, de bas, qui est un objet, un peu en apesanteur, qui gravite autour du palais historique. Et c'est ce jeu, entre autres, que vous avez donc d'éléments de verre, qui gomme, qui fait disparaître ce système d'étages et aussi qui permet de protéger du vent, mais aussi de teinter la lumière par une couleur chaude, cette lumière qui pénètre aussi bien de par le côté que par les parties zénitales dans le cœur du bâtiment. On a donc voulu mettre en place un palais qui soit silencieux et immobile. D'ailleurs, tout le travail que nous développons, aussi bien à partir du travail de la Bibliothèque nationale avec Gaël Loriot-Prévost, ce travail est un travail qui cherche à être intemporel. Nous sommes ici dans des espaces qui ont été inaugurés il y a 11 ans. On n'a pas le sentiment qu'il y a 2 mois ou d'il y a 3 ans, etc. On cherche à gommer, si on peut dire, le temps, et donc d'être dans une forme d'universalité, une tentative. Et pour cela, le silence et l'immobilité est quelque chose qui a quelques vertus. Et donc, l'idée, c'est bien d'avoir un ensemble architectural ancré dans le sol, comme on l'a évoqué tout à l'heure, extrêmement stable, extrêmement calme, mais qui vit par la lumière et le mouvement. C'est uniquement la lumière et le mouvement qui transfigurent l'ensemble de cette architecture. Si je gomme, si je dessine que du noir au blanc, c'est absolument
immédiatement, si je puis dire, mortel. Ça ne vit plus du tout. Et c'est uniquement la lumière qui fait comprendre la profondeur, on l'a ici, entre la perception extérieure et intérieure au travers du tissu métallique, la lumière naturelle qui est filtrée ou qui est réfléchie, c'est uniquement ce dispositif, si je puis dire, de relation avec la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, qui donne la perception de ces espaces et, si je puis dire, leur logique. Il y a évidemment des grands ensembles en termes de mobilier. On pense à ce grand lustre d'entrée, dont je cite toujours le diamètre, 22 mètres à peu près. C'est important, mais ce qui est plus important, c'est sa hauteur, en fait. Car, comme on l'a vu au cours de nos visites, si on imagine supprimer le lustre, à ce moment-là, on se trouverait dans un grand hangar, avec une très belle architecture métallique, mais ce serait un hangar. La dimension, l'échelle humaine est donnée par l'horizontalité du lustre et par son ampleur. Donc lorsque vous rentrez dans le palais, vous avez une volonté politique, c'est plus que symbolique, politique, d'avoir un espace entièrement ouvert sur la ville à 360 degrés et réglé par rapport à la dimension de l'homme, de l'individu, par le lustre qui lui donne sa place à l'échelle humaine. Et donc ce jeu, si je puis dire, entre le grand et le petit, si je peux m'exprimer ainsi, est en permanence dans notre dispositif, mais il est aussi dans le dispositif de la justice. C'est-à-dire, on parle bien de l'individu et du collectif. Et donc, il y a bien cette relation entre je suis seul au milieu des autres, j'ai mon identité au milieu des autres, mais j'ai une perception des autres. Et donc le palais fonctionne, et l'architecture d'une façon générale, et Bernard en parlera certainement, l'unité, la diversité, la personne et le collectif. Et donc tout le travail qui a été fait est un travail qui cherche à mettre en relation ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ces espaces qui sont capables d'accueillir, de s'ouvrir, de se refermer aussi pour qu'il y ait une certaine intimité, car la justice ne se rend pas aujourd'hui sur la place de Grève, elle se rend dans des salles d'audience, dans des lieux où aussi le travail sur le confort acoustique a été très soigné, de façon à ce qu'on puisse presque s'exprimer sans micro. Et je pense que cette dimension également, en termes de perception, est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire de sentir, au point de vue phénoménologique, une relation entre cet environnement architectural et la personne, afin qu'on puisse être dans une dimension paisible, si je puis m'exprimer ainsi. Travail également entre le classicisme et la modernité, même la technologie. Vous savez, là, des éléments qui sont très classiques dans leur dessin, même le travail du bois. Enfin, ce n'est pas traditionnel, c'est classique. Toujours cette recherche d'intemporalité. Mais vous avez des LED. Vous avez déjà des dispositifs techniques qui sont des dispositifs qui utilisent les technologies d'aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure le fait que les caméras ou les systèmes audio, je ne sais pas, ont été changés, ils suivent l'évolution. Et donc ce classicisme, pour moi, et cette écriture classique de l'architecture, permet justement d'accepter cette transformation technologique et la modification ou le développement d'usages que l'on n'avait pas envisagé il y a quelque temps dans le projet. Donc un travail tactile, un travail chaleureux, c'est l'idée que l'on a de cette cour de justice, tout au moins c'est la mienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justiciable qui arrive ici dans un fourgon blindé, il n'y a pas de police, il n'y a pas de menottes, c'est une justice qui est d'un autre type, et donc la relation qu'il y a entre ceux
qui viennent en audience, qui viennent à la Cour, est un autre type de relation. Elle est plus citoyenne d'une certaine façon. Et effectivement, la Cour de justice européenne est une Cour suprême. La galerie, rapidement, parce que je prends beaucoup de temps, la galerie est évidemment un élément sur lequel nous avons beaucoup travaillé pour qu'elle soit libre, si je puis dire, en termes d'occupation et disponible pour tous, puisque on voit en fonction des horaires, certaines parties sont plus occupées, d'autres moins. Aujourd'hui, avec les tours, avec l'entrée des tours également, c'est encore un autre mode d'occupation. Donc la galerie est en fait ni plus ni moins une rue intérieure, une forme d'espace public couvert, protégé, qui permet d'aller d'un lieu à l'autre, d'une adresse à l'autre, afin que l'on puisse effectivement utiliser, si je puis dire, l'ensemble du dispositif qui est mis, que la Cour offre. La galerie, c'est aussi, comme on peut le voir ici, cette relation que j'évoquais tout à l'heure et qui est importante entre ce qui était là déjà et ce qui a été créé, et ceci dans une relation d'un immeuble ou d'un bâtiment intérieur. Cette image que vous avez ici montre que la lumière, encore une fois, pénètre partout, et ce n'est pas parce qu'on se trouve au pied du palais, le long de la galerie, que l'on n'a pas de la lumière naturelle. Évidemment, cette galerie devait et attendait sa conclusion. Sa conclusion, c'est la troisième tour, et cette conclusion, c'est une conclusion qui est liée en permanence à des réflexions de transformation urbaine. Cette troisième tour, elle est, du point de vue de l'architecture, un peu fusionnelle entre l'architecture du palais et l'architecture des tours existantes. Voilà le palais avec ces deux tours. On voit que les chantiers de l'autre côté de la rue n'avaient pas encore exactement commencé. Aujourd'hui, l'urbain, si je puis dire, et la densité se met en place. La troisième tour apparaît et compose un peu le point d'orgue de l'ensemble du dispositif. Ce point d'orgue, il ne tombe pas, si je puis dire, à plat ou à contre-temps. C'est un point d'orgue qui s'organise par rapport à un tracé urbain, et le travail permanent que le Fonds du Kirchberg a développé pendant des années articule, fonde et organise l'architecture du Kirchberg, et en particulier l'architecture de la Cour. Il y aura bien une entrée à l'est. Il y aura une entrée à l'est parce que cette entrée à l'est fonctionne avec le grand parvis de la Cour, fonctionne aussi avec cet axe qui est tracé et qui va ouvrir sur le parvis de la Tour. Il y aura une entrée à l'est parce que la rue Hamès va être redressée, et donc on va finalement, de façon, j'allais dire, presque comme au XIXe siècle, retrouver des adresses au coin de la rue, le long de la rue, etc. Je me dépêche, je sais que vous... Mais je souhaite quand même en profiter un tout petit peu. Donc la mise en place de cette troisième tour, vous voyez qu'elle est légèrement décalée. Ce n'est pas un hasard, car elle correspond aussi à une notion d'accompagnement de ceux qui vont accéder au niveau de ce parvis. Et donc, on a cherché à lui donner, comment dirais-je, un autre positionnement, tout en respectant l'architecture déjà existante et tout en réalisant un bâtiment qui a d'autres caractéristiques du point de vue de son épaisseur, sans pour autant qu'il paraisse le double de ceux qui existent. Et donc, ce dispositif symbolique, comme je le disais tout à l'heure, qui allie deux couleurs, la couleur du palais et la couleur des tours, est quelque chose qui va permettre justement de créer cette conclusion à la galerie. Mais il n'y a pas que la conclusion de la galerie, il y a celle qui va être la mienne, mais aussi celle qui est relative ou liée à l'emprise du terrain de la Cour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tracé des rues autour de l'ensemble que constitue la Cour de justice, le palais, les contreforts, le tribunal, les trois tours, est un ensemble urbain. C'est un plan dessiné. Ce sont des rues qui sont tracées, ce sont des rues qui correspondent
à des mouvements dans la ville, la cour a son emprise urbaine, et son emprise urbaine, on l'imagine, s'ouvrant, comme vous le voyez ici sur la partie gauche de l'image, oui c'est correct, sur la partie gauche de l'image, par un projet de jardin du multilinguisme, c'est-à-dire un jardin qui va permettre d'avoir cette vue un peu plongeante, puisqu'on a du relief. Donc lorsqu'on sera au coin, si je puis dire, est-nord-est du site de la Cour de justice, on aura ce jeu de marche paysagère, ou paysager, pardon, et qui va descendre en pente douce vers le cœur ou le centre du parvis. Donc on aura une vue un peu triple, puisqu'on aura une vue sur ces 3 tours, la vue sur le palais et cette pièce végétale qui va apparaître et qui va compléter, si je puis dire, l'ensemble du dispositif. Donc c'est très clair, la Cour de justice, c'est la construction en fait d'un ensemble qui est un ensemble urbain, c'est un travail permanent de lien entre un quartier, un territoire et des architectures, et surtout, et c'est ce que j'ai dit en commençant, ce qui est formidable, exceptionnel, qui est un trésor de notre époque, c'est cette volonté, cette vision têtue de construire couche par couche, étape après étape, une institution qui, sur elle-même, qui se renouvelle en permanence et qui fonde et qui ancre définitivement, qui se libère du temps, comme je le disais, d'une façon universelle, qui crée cette identité, ce lieu pour la justice, pour l'institution, pour l'Europe et surtout pour la ville européenne, qui a quand même bien des soucis actuellement dans son développement. Et il y a là, grâce et à cause, et parce qu'il y a une volonté de s'inscrire dans l'histoire, il y a là une évidence, je dirais, citoyenne, qui ne court plus les rues. Et c'est pour ça, encore une fois, merci, merci d'accueillir l'architecture et merci que cette architecture puisse participer à cette épiphanie urbaine. Merci beaucoup Dominique Perrault, parce que vous avez montré comment dirais-je, avec excellence, ce jeu de miroir entre un bâtiment, la justice et un projet politique. Et vous commenciez en disant que l'architecture est une révélation, la justice aussi est une révélation. D'ailleurs, c'est tellement vrai que pendant au Moyen-Âge, on parlait du miracle de justice. Et là, je me tourne vers mes collègues juges. Arriver à une décision, parvenir à une décision, c'est toujours un miracle, le miracle d'un consensus, le miracle de sortir d'une affaire pour passer à autre chose. Vous avez, et moi, quand je vois cette salle n'est pas perdue, je dirais en tant que Français, quand on voit ce jeu avec le lustre, vous disiez, cette salle, c'est un jeu entre le grand et le petit. C'est toute l'Europe dans la mondialisation aujourd'hui. L'Europe, c'est un jeu entre le grand et le petit. C'est la volonté, par le droit, par les droits fondamentaux, par la charte, de donner un abri protecteur dans le monde. C'est d'essayer de trouver, je crois que d'ailleurs vous y êtes parfaitement parvenu, un sacré à hauteur d'homme. Et on voit d'ailleurs, je suis frappé pour cette salle magnifique, vous avez retrouvé d'ailleurs une des caractéristiques fondamentales de l'architecture judiciaire, qui est cette communication avec quelque chose de transcendant. Aujourd'hui où le ciel s'est vidé, la transcendance, c'est cette volonté de faire référence, cette volonté d'immobiliser un peu le temps pour nous permettre de faire histoire. Alors je me retourne vers Bernard Platner, et je pensais, cher Bernard, que votre défi, un palais dans la cité, il était un peu inverse. Il fallait construire un palais de justice
en le sortant de l'île de la Cité, en le sortant de la centralité et de tout le poids historique qui était celui des murs. Je rappelle que c'est le lieu, je crois, au monde dans lequel on a rendu la justice de manière quasi continue depuis près de 2000 ans, vu que l'empereur Julien rendait déjà la justice au IIe siècle dans ce qui allait devenir le palais de justice. Donc un défi considérable, et il fallait la mettre toujours dans Paris, mais de manière excentrée. Alors, pour vous rassurer, on parlait du chêne de Saint-Louis sous son chêne. Le chêne, il se trouvait au bois de Vincennes. C'était déjà la périphérie de Paris. Donc, il y a déjà des précédents historiques. Vous avez la parole. Merci. Je veux bien avoir le petit outil là. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, cher Jean-Michel Rachet, cher Dominique, merci de me donner l'occasion de parler de ce que j'ai pu faire dans les dernières 8 années, c'est-à-dire la construction du palais de justice de Paris, ou plus précisément du tribunal de Paris. Tel est son nom depuis 2015, parce qu'il a changé, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je le préfère, personnellement, puisqu'il est libéré de ce qualificatif de palais et la connotation qui, indubitablement, se réfère à une époque révolue où justice et pouvoir politique ne faisaient la même chose. Donc, ou au moins, ils étaient très proches. Ce changement intervenu tardivement n'était apparemment pas si évident, puisque le projet a débuté sous le nom de Palais de justice de Paris, charge à l'établissement public, le PPJP, de le réaliser. Donc, aujourd'hui, plus républicain, avec son nom, le tribunal, il héberge, en plus du TGI, les 20 tribunaux d'instance d'arrondissement qui étaient disposés dans chaque mairie de Paris, le pôle financier, le PNF, le pôle de lutte contre le terrorisme et les atteintes à la sûreté de l'État, les crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre, mais surtout aussi, en une très large mesure, des accueils. Beaucoup d'accueils, comme les SAUJ, c'est un acronyme horrible, mais qui veut dire Service d'accueil unique du justiciable, le très fréquenté autre acronyme BAJ, le Bureau d'aide juridique, l'accueil des avocats pour les personnes, l'accueil du greffe pour les avocats, les tutelles majeures, etc. C'est-à-dire que tous les rez-de-chaussée de ce palais sont destinés aux accueils. C'est quelque chose, on me l'a appris, qui est nouveau et qui change radicalement par rapport à celui de la Cité. Bref, ce tribunal est devenu, au-delà d'être tribunal, un service à la population parisienne, un lieu de service public citoyen, véritablement un tribunal dans la Cité pour la Cité. Nous y reviendrons encore tout à l'heure. Ce projet énorme, quelques-uns l'ont appelé pharaonique, le plus grand tribunal d'Europe avec ses 110 000 mètres carrés et 90 salles d'audience, pas aussi grand que la Cour de justice ici, mais en tant que tribunal le plus grand. Une vraie machine, un petit village en soi, qui se devait en tout premier lieu de permettre une meilleure efficacité et fonctionnement, raccourcir les cheminements intérieurs et surtout donner le confort indispensable à tous les magistrats, confort qui faisait gravement défaut dans le palais millénaire de la Cité, maintes fois rénové, mais où tout le monde se trouvait à nouveau à l'étroit. Ce qui vient à l'esprit en tout premier lieu quand, à Paris, on parle de palais de justice, c'est évidemment celui de la Cité. L'ancienne Curia Regis, le presque millénaire siège du pouvoir des rois de France et de la justice, Antoine Garapon vient de le rappeler. On pense à sa conciergerie, à la Sainte-Chapelle, à Louis XVI, à Marie-Antoinette. On admire sa grille du mai en style rococo, plus encore que son architecture néoclassique. On se souvient de tous les drames et jugements, les guillotinés de la Révolution et de la contre-révolution, de l'incendie de la Commune, sans oublier Victor Hugo et Quasimodo, l'Iba d'Inter et la suppression de la peine de mort. Un patrimoine chargé
de la grande histoire de France qui porte son fardeau de symbole. En tant qu'architecte, de combien fallait-il s'en inspirer ou s'en encombrer pour concevoir le nouveau tribunal? En tout cas, comme concepteur, on ne peut ignorer le contexte dans le sens le plus vaste, qu'il soit historique, urbain, on en a parlé, bien entendu, économique, fonctionnel et aussi contractuel. Et on va y arriver. La feuille n'était pas vraiment blanche. Sur ce fond très sommairement esquissé, c'est avant tout poser la question du déracinement, de la rupture culturelle, du transfert non seulement des 140 000 cartons et archives, mais pour beaucoup l'abandon d'un lieu qui était devenu mythique vers un inconnu appréhendé, dit banlieue, aux antipodes de ce qui avait été pendant des siècles le cœur historique et un marqueur significatif de la culture urbaine de Paris. À cette question, l'architecture peut donner des réponses, plus ou moins modeste, plus ou moins convaincante dans sa capacité de créer un lieu avec une identité forte, mais néanmoins accueillant. La réaction des utilisateurs, magistrats et greffes a déjà été exprimée et que je sache une large satisfaction selon les dires du président Hayat. En d'autres termes, le traumatisme imaginé ou imaginaire du déménagement s'est assez vite évaporé et a fait place à la reprise du travail. Une deuxième question, plus subtile et avec une réponse peut-être un peu plus difficile, est combien et comment l'architecture contemporaine pouvait répondre à l'exigence, à l'attente de symbolique lisible, visible, éviter l'ostentatoire, l'impressionnant, l'écrasant et l'intimidant, et pourtant exprimer la solennité qu'exige le lieu et sa fonction, telle était notre ambition. Échapper au théâtral du péristyle et des marches, à la monumentalité gratuite et pourtant exprimer la dignité de la fonction. Faire un bâtiment qui est lieu de l'exercice de la loi dans la plus grande sérénité possible et non l'expression de la loi répressive. Un lieu qui participe à la notion de la civitas, cité ou citoyenneté, comme Renzo Piano aime à s'exprimer. La troisième question était plus prosaïque, répondre au programme, au contrat, programme très strict, sans la moindre occasion d'y déroger, élaboré déjà pendant des années précédant le concours et donc au mieux figé 7 ou 8 ans avant la mise en service du tribunal. À une époque où les choses changent vite, cette méthode pourrait amener à réfléchir. Je ne ferai ici pas l'historique et la genèse du processus politique laborieux qui fit prendre la décision de son implantation au Batignolles, plus précisément dans la ZAC de ce nom, qui est une zone de réaménagement urbain vaste, comprenant bureaux, commerces, habitations, certes, mais surtout, et heureusement, le nouveau parc Martin Luther King. Vaste jardin public construit sur les friches ferroviaires. Le bâtiment trouvait sa place entre le boulevard périphérique et les boulevards des Maréchaux, plus précisément situé à la porte de Clichy, carrefour de nouvelles infrastructures de transport comme le tramway et la prolongation de la ligne de métro automatique numéro 14, qui, avec 2 ans de retard, complétera bientôt la ligne 13 totalement saturée depuis des années et qui permettra ainsi aux utilisateurs et personnels d'y accéder avec une certaine facilité. Pour nous, architectes, l'aventure commence avec le lancement du concours en PPP. Avec Bouygues Construction, comme partenaire de l'État, en juillet 2010, elle se terminera enfin avec l'inauguration officielle par le Premier ministre, date choisie du 1er avril 2019. Et je n'ai aucun commentaire à ce sujet-là. PPP, cela dit bien clairement que nous nous trouvons dans une toute autre situation que ce mon chanceux confrère Dominique, car ce n'est pas anodin un PPP. Nous n'en avions aucune expérience. Pour nous, le commanditaire véritable restait l'État français.
ce qui n'était pas nécessairement le point de vue de Bouygues, qui voyait d'un très mauvais œil tout contact direct avec l'établissement public. Certains de mes collègues, déjà rompus à cet exercice, m'avaient prévenu que nous allions être obligés de nous battre si nous ne voulions pas être engloutis par le monstre. Le Moloch est une des plus grandes entreprises ou compagnies de construction au monde. Je vous rassure, Renzo Piano Building Workshop n'a pas sombré, est toujours là. Le PPP, je pourrais en faire l'éloge ou la critique ou les deux à la fois. Tout ce que j'ai appris sur ce sujet pendant 8 années m'a rendu plus nuancé. Fortement critiqué par Mme Toubira, qui voyait d'un mauvais œil la construction de ce behemoth, et plus encore la forme juridique du contrat, son prix soi-disant exorbitant pour l'État, le PPP aurait, semble-t-il, vécu, au moins pour le ministère de la Justice. Le projet a été mené dans un dialogue participatif sans doute tendu entre les parties. Le bâtiment a été livré avec 7 mois de retard, pour l'État au prix prévu, retard essentiellement dû à la contestation du bien fondé du principe même du contrat du PPP, contestation instigée par une fronde d'avocats qui avait réussi à pousser le jeu jusqu'à la cassation pour faire perdre temps, enthousiasme, énergie et argent à beaucoup de monde. À part cette péripétie, nous avons connu, comme dans tout projet, des hauts et des bas, mais nous avons trouvé dans l'entreprise et ses milliers de collaborateurs, sous-traitants ouvriers, jusqu'à 2000 compagnons du monde entier, du nord, du sud, de l'Europe, de l'Afrique, simultanément sur le chantier, une énergie et un engagement sans faille qui restera dans notre mémoire d'architecte comme une épopée marquante et inoubliable. Je le dis avec une certaine émotion, parce que le vécu d'une telle entreprise est aussi une aventure humaine, et tous les jeunes gens qui m'ont accompagné sur cette route en sont sortis grandis. Mais avant de poursuivre dans l'exposé du projet même, et vous m'en excuserez, laissez-moi vous faire très rapidement, je promets, très rapidement connaissance avec le travail de notre société, pas tellement pour montrer tout ce qu'on a fait, mais pour puiser dans ces images que je vais vous montrer notre apprentissage permanent d'architecte continu à travers toute notre carrière, et aussi rendre un certain hommage à Renzo Piano, avec qui j'ai eu l'honneur et la chance inouïe de faire sous sa direction, plus encore sous sa perpétuelle impulsion créative et son obstination bienveillante, toute ma carrière. Je serai bref car l'honneur revient à Dominique Perrault, à son équipe, à la Cour de justice de l'Union européenne, celle-ci, véritable palais que vous allez inaugurer demain. Pour moi, pour Renzo Piano, ce long apprentissage commence pour de vrai à cet endroit-là, à Beaubourg, c'est-à-dire au Centre Pompidou. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas aller dans le détail, évidemment, de cette construction, mais le mot « construire » ici s'exprime à travers cet échafaudage bizarre qui est véritablement l'apprentissage du comment on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller. N'est-ce pas, cet homme-là, une sorte de Michel-Ange de l'acier, n'est-ce pas, qui polit, qui chérit cette grande pièce qui est la Gerberette, pièce emblématique de la construction du Centre Pompidou, c'est-à-dire la matière même et la façon de la toucher, de la faire, est pour nous, dans notre culture d'architecture, une chose si fondamentale, essentielle. Cette image l'exprime, pas plus à évoquer le bâtiment. Un deuxième projet qui a amené un élément fondamental qui nous aide toujours et qu'on retrouvera évidemment dans le projet du Palais tout à l'heure ou du tribunal de Paris, c'est celui de la lumière. De la lumière, pardon, j'ai mal cliqué, de la lumière naturelle. Ici, c'est le premier projet avant le Centre Pompidou, la Fondation Daumesnil à Houston, un musée privé où l'exercice de la lumière zénithale naturelle maîtrisée avec une construction inventée de toutes pièces en feuilles, en béton, d'une certaine portée, d'une dizaine de mètres,
est quelque chose qui a été révélateur pour toute la suite de notre travail. Cette profondeur de salle, vous allez retrouver plus tard dans les images des ressemblances de ces découvertes que nous avons fait à ce moment-là. D'une manière totalement différente, mais encore une fois, le sujet de la lumière et de la légèreté domine ce projet de la tour de New York, du New York Times, qui est un bâtiment où nous avons inventé une sorte de filtre devant une façade entièrement transparente, d'un vitrage pas réfléchissant du tout, d'un vitrage extrêmement clair, mais à l'aide d'un filtre de protection solaire et protection juste gérant la lumière naturelle, réalisé de tubes en céramique, a permis, là encore, d'avancer et d'apprendre sur qu'est-ce que peut être la lumière naturelle, quelle est son importance fondamentale. Totalement différent, avec un autre matériau, le Centre culturel Jean-Marie Djimaou en Nouvelle-Calédonie, un projet sous l'ère Mitterrand gagné par un concours, nous a amené à travailler le bois. Nous a amené à travailler le bois, mais d'une manière technique, sophistiquée. Là encore, en somme, un apprentissage comme un autre apprentissage, celui du gigantisme de l'aéroport d'Osaka, un bâtiment qui faisait 1500 mètres de longueur sur une île artificielle, quelque chose de extraordinaire, et surtout dans une culture qu'on découvrait, le Japon, qui n'avait absolument rien à voir avec notre façon de vivre, de penser et de travailler. L'élément vert, l'élément écologique, l'élément de l'environnement émerge d'une manière plus forte sur ce bâtiment de la California Academy of Science à San Francisco, avec une toiture qui a l'air toute banale, verte. Le petit détail est que toutes ces plantes sont des plantes qui ont été développées avec des botanistes, sont des plantes du désert qui n'ont pas besoin d'arrosage automatique dans le climat de la Californie et qui sauront survivre et protéger le bâtiment. Donc là, un geste, une expression importante, pas seulement celle-là, aussi un exercice architectural entre une forme. Ici, une maquette ébauche de cette toiture, une forme tout à fait organique qui contraste avec la technicité et la première intervention significative, mettons, de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment. On a eu l'heureuse occasion de travailler dans le pratiquement minuscule, c'est-à-dire autour de la chapelle de Ronchamp, de construire le monastère des Clarisses qui ont quitté leur monastère de Besançon pour aller loger là, un bâtiment pratiquement souterrain, le plus dissimulé possible par rapport à la chapelle, ce qui a néanmoins créé évidemment de grands débats, une énorme polémique auprès des intégristes corbusiens qui n'ont pas du tout apprécié qu'on puisse toucher de si près à cette voilà, icône même que tout le monde adore et respecte. Néanmoins, enfin, un bâtiment d'une grande sobriété, simplicité. Je passe très vite pour dire qu'en matière de façade et en matière d'impact sur l'urbain, quand on fait, c'est une tour, ça s'appelle le Shard à Londres, a été construit, voilà, ça a pris une dizaine d'années pour le faire, planté au milieu de Londres, la plus haute tour d'Europe, un immeuble mixed use, comme on dit, commercial. Il y a aussi un peu de logement, mais c'est quand même très luxueux, donc peut-être pas trop en parler. Ce qui est important ici, c'est effectivement l'expérience de la façade du reflet de la lumière sur les vitrages, qui nous a beaucoup servi, évidemment, aussi sur le palais, et on va y arriver tout de suite. Encore un dernier, je crois, encore une fois, ici à Athènes, la Fondation Niarchos a fait cadeau à la ville d'Athènes d'un opéra d'une bibliothèque nationale. Encore une fois, un bâtiment dissimulé sous un énorme jardin qu'on a pu créer, avec une terrasse haute qui donne la vue sur l'Acropole, sur toute Athènes, sous un grand baldaquin
qui est en réalité une toiture de 10 000 m² de panneaux photovoltaïques dans un pays où le photovoltaïque est vraiment utile parce qu'il fonctionne. Donc voilà, il y a une salle d'opéra, il n'y a pas plus à dire là-dessus, c'est classique, une très grande bibliothèque qui a les dimensions d'un grand atrium. On va y arriver. Le dernier projet, c'est ce que nous construisons, issu d'un concours, c'est l'ENS, donc l'École normale supérieure de Cachan, qui se déménage sur le plateau de Saclay, où il y a toutes les autres institutions de recherche, écoles, polytechniques, Supélec, etc. Et là encore, qui est concentré autour d'un jardin, autour d'un grand cloître gigantesque, qui est le symbole de l'unité de cette institution, qui est quand même bitricentenaire, je crois. Revenons au palais de justice, au tribunal, ici à Paris. Donc cet édifice, je vais aller assez vite quand même, puisque le temps passe pas seulement, mais l'occasion ici, c'est celle de la Cour de la justice européenne et pas celle du tribunal de Paris. Ce bâtiment, on a un socle, on a un bâtiment en grande hauteur qui abrite évidemment les bureaux des magistrats, du procureur, etc., du siège, et dans le socle sont rassemblées les 90 salles d'audience. Ce qui est caractéristique, ce qui est fondamental, là, c'était de se départager de l'idée fixe de qu'est-ce que c'est une tour, ça peut être autre chose, comment on peut introduire la nature d'une manière significative dans un bâtiment de grande hauteur. Nous avons sur ces terrasses planté 350 arbres, nous avons 8000 m² de terrasses accessibles, elles se situent à 30 mètres, 60 et 90 mètres d'altitude sur 80 cm de terre, et ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est qu'un futur dans les immeubles de grande hauteur, pour les rendre humains, habitables, cette composante de verdure qu'on voit aujourd'hui sur tous les projets, mais souvent éphémère et décorative, nous avons essayé de la faire réellement. Voilà, elle était aussi issue de cette idée de répondre au jardin Martin Luther King, au parc. Vous voyez cette diagonale. Le bâtiment a été orienté de sorte à dégager la plus grande vue libre et ne pas le plaquer face au parc, mais d'avoir cette lame fine, de sorte à ce que le ciel reste dégagé dans le parc Martin Luther King. Donc, cette continuation de verdure, ici on se trouve sur la terrasse du socle du tribunal, donc une certaine continuité dans le végétal. Ces terrasses ne sont pas accessibles au public, elles sont en somme d'une certaine manière l'échange de la perte d'identité, de la perte de l'urbanité remplacée par le gain d'un jardin, d'un parc, pour les magistrats qui ont un métier dur et difficile, et de leur donner un espace extérieur de détente. C'était ça, cette idée. Maintenant, très rapidement sur l'intérieur, je montre ici, vous voyez que c'est un bâtiment, en somme, dans sa structure très simple, orthogonale. Il y a un grand axe nord et sud, il y a 3 atriums, un central, un petit nord et sud, au sud et au nord, pour les circulations verticales. Dans la coupe, on voit bien que la tour de l'immeuble grande hauteur est plantée sur le socle, ce qui a quand même posé quelques petits problèmes juridiques aussi, puisque la réglementation d'un immeuble grande hauteur n'est pas la même que celle d'un bâtiment ressemblant du public, pas du tout. Et ça a été, disons, on a réussi à maîtriser ça aussi avec la collaboration et le soutien de toute l'équipe de la préfecture de Paris, il faut le dire. Le grand atrium, la salle des pas perdus, la notion de la transparence, la notion du parvis qui entre dans cette salle et qui est au même niveau, donc les marches qui sont effacées, la lumière zénithale et la lumière latérale qui se combinent et qui donnent évidemment un niveau de clarté qui n'a rien à voir avec ce qu'était la salle des pas perdus du passé. Donc l'idée là de donner lumière, sérénité, calme, tant que possible, avec
tout en étant majestueux, sobre, avec l'utilisation de 2 matériaux ou 2 couleurs, essentiellement, le blanc et le bois, et rien d'autre, rien de formellement décoratif. Une vue sur la toiture, notre source principale d'éclairage, bien entendu assistée aussi d'un éclairage léger, flottant, artificiel, suspendu dans l'air. J'avais évoqué tout à l'heure les accueils, je montre ici juste une petite image et un mot pour la symbolique au-delà de celle que peut contenir l'architecture elle-même, qui, après longue conversation et hésitation, Antoine Garapon le sait très bien, a conclu que des citations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme de 48, de 89, etc., étaient peut-être la seule et unique chose, en s'éloignant de toute idée d'avoir des éléments figuratifs ou artistiques dans ce bâtiment. Très rapidement, le fonctionnement, vous le savez très bien, les salles d'audience en bas à droite, les grandes salles à droite civiles, à gauche pénale, elles se ressemblent. Le principe étant que la circulation verte périphérique est celle des magistrats et ce qui est jaune à l'intérieur est celle des pas perdus ou d'où vient le public qui ne se croise donc effectivement pas, plus les complications des autres circuits, des détenus, etc., qui rendent la chose un tout petit peu compliquée. Ces salles d'audience, évidemment, il y en avait, sur les 90, il y avait beaucoup de typologies. Elles sont plus ou moins toutes mutualisables, effectivement, mais puisque le schéma fondamental est toujours le même. Quelque chose sur le bois. Je montre cette image tout simplement pour rappeler que les 20 000 m² de boiserie, il faut aller les choisir. C'est-à-dire il n'y a pas une seule entreprise qui sait faire ça. Donc on est allé en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France pour sélectionner nous-mêmes avec les entrepreneurs les laits de bois pour arriver à avoir quelque chose d'homogène et encore, on n'a pas réussi dans tous les endroits. Le principe des salles d'audience, elles ne sont pas toutes pareilles évidemment, vu leur taille, vu leur importance, est très simple. Le bois est la présence, disons, de l'enveloppe. Le blanc est l'élément qui flotte à l'intérieur de cette enveloppe. C'est le contenant et le contenu. Et l'élément, là encore, si on le veut, symbolique de pureté, de rationalité, de sobriété, est toujours un élément de lumière naturelle, une vue qu'il y a un au-dehors. C'est-à-dire dans ces salles d'audience où les magistrats, quelquefois, passent des dizaines d'heures, je veux dire, en continu, il y a toujours... C'était une demande du programme, une perception, je ne dis pas un éclairage naturel efficace, mais une perception vers l'extérieur. C'était une exigence tout à fait fondamentale. Voilà, une autre typologie avec de la lumière latérale, une salle plutôt en longueur. Évidemment, l'erreur du menuisier reste inscrite dans la tradition française et on ne dérogera pas si vite du positionnement du procureur par rapport aux parties civiles. Dans une salle d'audience, c'est la seule, disons, chose qui a un tout petit peu dépassé le programme. Évidemment, toutes ces salles étaient préfigurées dans le programme au millimètre près. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discussion. Nous sommes dans un PPP, je le rappelle, un PPP, c'est un marché où un jour on signe un document gigantesque avec des images et après on ne bouge plus, ni l'un ni l'autre, ni le client ni l'État, parce que chacun va abuser de la plus petite modification. Donc on a réussi, pour certaines salles civiles, à introduire la notion d'une table plutôt de conciliation, plutôt que d'affrontement, c'est-à-dire de déroger au front, au frontal, et d'arrondir les angles, si je peux dire. Voilà, même une vue là sur la salle pénale avec les box qui ont évidemment créé aussi beaucoup de polémiques.
à cause du vitrage, mais c'est les avocats, je ne sais pas, enfin, quelles conséquences ça a eu. Finalement, ce n'est pas la chose la plus importante. 2 mots sur la construction, parce que, encore une fois, ce n'est pas l'image qui, bien sûr, porte l'espoir de l'architecte, mais l'architecte, il vit son bâtiment dès le premier jour, mais aussi pendant la construction. Et il y a des moments terrifique, n'est-ce pas, pendant le moment de construction. Quand vous voyez cette masse gigantesque de béton, est-ce que ce que vous avez imaginé va finalement être véritablement ça? Et ça, ce sont des moments à la fois extrêmement intéressants, puisque la construction ici, voilà, juste pour expliquer que cette tour n'est pas vraiment une tour, ce sont 3 tours juxtaposées. Donc techniquement, vu le vent, vous imaginez très bien, il pousse, donc ces tours vont bouger différemment puisqu'elles n'ont pas la même hauteur, etc. Il faut les relier les unes aux autres. Autre phénomène, ce que vous voyez sur l'image de gauche, tous ces pieux, parce qu'à Paris, construire à Paris, c'est quand même très difficile. On n'est pas à Manhattan, on fait un sous-sol, on est sur du rocher et ça tient. À Paris, il faut creuser 27 mètres, il faut faire des piles, il faut dépenser beaucoup de béton, beaucoup d'argent et aller en sous-sol. Donc quand le bâtiment a cette figure-là, là vous êtes un peu inquiet. Vous n'êtes pas vraiment rassuré. Mais la fusée, elle est partie. Je veux dire, on ne va pas la rattraper. Donc, on est content quand on arrive à ça et qu'on se dit, sur la façade, on a bien travaillé, on a cherché les vitrages, on a créé cette façade. Je ne parle pas de l'économie d'énergie, elle est là, elle est évidemment là, elle est dans les mêmes range de performance que ce que Dominique a construit ici. C'est une double pose, c'est extrêmement efficace, il n'y a pas de déperdition. Mais la magie de cette façade est qu'elle se noie dans le ciel. Quand il est gris, elle est grise. Quand il est lumineux, elle est lumineuse. Quand c'est des nuages, ce sont des nuages. Et avec ça, le bâtiment disparaît dans l'horizon parisien. C'est-à-dire, il ne s'impose pas toujours, il s'impose tous les jours différemment. La photovoltaïque, un dernier mot, était imposée, sinon il n'y en aurait pas eu. Alors, vu qu'il était là, on produit 1,5% de la consommation électrique avec le photovoltaïque. C'était un élément programme. On aurait pu en faire plus, mais ce n'était pas dans l'idée du constructeur. Donc on a fait exactement et calculé exactement les kilowatts-heures que ça allait produire, ni plus ni moins. Par contre, on l'a utilisé pour structurer notre façade, parce qu'elle est grande quand même, casser la monotonie, étager, donner une certaine allure. En somme, ce photovoltaïque, pour nous, à ce moment-là, il était bienvenu. Il nous a donné l'idée de la faille verticale que vous voyez là, il nous a donné l'idée de ces façades qui dépassent, qui sont un peu plus lumineuses, et de ces lignes qui soulignent l'architecture, la fracture des différents étages. Voilà, merci beaucoup, et merci pour votre patience. Merci beaucoup Bernard, c'est très intéressant et vous avez déjà vu les points de convergence entre ces deux architectures, entre ces deux architectes, et je vois notamment un qui me semble saillant, c'est ce désir d'ouverture et qui est tout à fait contraire à l'architecture du 19e, notamment français, mais on va retrouver ça dans toute l'Europe, qui prenait les corps et qui les travaillait symboliquement jusqu'à les conduire dans une salle d'audience. Ici, c'est tout l'inverse. Mais je ne veux pas prendre trop de temps. Je me retourne vers Jean-Michel. Le temps de prendre peut-être des questions, des réactions après ces deux exposés qui souhaitent réagir, poser une question. Monsieur, alors, un micro qui arrive. Voilà, micro arrive. Merci de vous présenter. Bonsoir, merci beaucoup de cet événement que vous organisez, et notamment pour le monde des architectes. Je suis Lorenzo Diez, je suis le directeur de l'École nationale d'architecture de Nancy. Voilà, école voisine. Je voulais juste, c'est peut-être plutôt un témoignage qu'une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la signification de l'architecture est en débat et parfois même en crise. Le fait que l'architecture puisse signifier
quelque chose ou participer à la signification de quelque chose. Et là, je voudrais juste relever que cet après-midi, d'une manière ou d'une autre, avec des maîtres d'ouvrage différents et avec des significations différentes, vous avez, monsieur, et vous avez, mes chers confrères, démontré que l'architecture signifie quelque chose de la justice et que dans ce domaine-là, peut-être plus particulièrement que d'autres, hein, en tout cas, on interpelle encore l'architecture pour lui demander de fabriquer du sens. Voilà, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Et je crois que notre société ne s'en porte que mieux. Merci beaucoup. Une réaction peut-être l'un ou l'autre, en attendant qu'une autre question. Oui, une réaction d'une certaine façon sur la commande, parce que il y a 2 commandes publiques qui sont présentées ce soir. Elles sont proches et lointaines. Elles correspondent à un besoin de mettre en place une institution qui répond aux exigences d'une justice moderne. Et donc, elles ont cette convergence. Par contre, les commanditaires agissent différemment. C'est-à-dire que dans le dispositif qui est mis en place en France pour réaliser le tribunal, dont la justice française et Paris en a cruellement besoin, ce n'était pas un luxe, ce n'était pas une blague, il y a un dispositif qui est effectivement ce PPP qui engage d'une façon très liée, comme l'a dit Bernard Platner, le commanditaire, le client public et l'entreprise. Si je compare le travail qui a été fait dans le cadre du PPP pour le ministère de la Défense à Paris, qui est aussi un programme qui a été lancé juste avant, et le programme qui a été lancé pour le tribunal, il y a des différences qui commencent à nous rapprocher un petit peu de Luxembourg. C'est-à-dire que le programme du ministère de la Défense est un programme qui est lié à une parcelle. Elle est grande, elle est vaste, mais c'est une parcelle. Il n'y a aucun plan d'urbanisme. Il n'y a pas de projection d'un développement de la ville. C'est la même position que le tribunal. C'est au bord du périphérique. On est dans le même dispositif. C'est un PPP affligeant. Le résultat est misérable. Misérable. Le travail qui est fait avec le tribunal est différent. Vous l'avez vu, il y a un développement urbain, il y a un projet de la ville, comme on peut l'avoir ici avec le Kirchberg. Il y a un projet de développement urbain dans lequel l'institution, et en particulier le tribunal, qui est majeur, va prendre place. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est vrai que le processus à Luxembourg est un processus où les acteurs publics sont plus proches, d'une certaine façon, du partage d'ambition. Il y a d'un côté un client public qui veut développer un territoire, et il y a de l'autre côté un client public qui veut développer une institution. Donc, ces 2 entités, si je puis dire, ou ces 2 grands acteurs ont des... c'est pas pour autant facile, mais ils ont une culture commune. Ils ont une position politique qui est commune. Et là où je trouve que la procédure telle qu'elle a été présentée, telle qu'elle a été vécue du PPP est difficile, c'est que le public perd à tous les coups. Le public perd tout le temps, mais tout le temps. C'est-à-dire que le contrat qui est établi est un contrat où on ne peut pas bouger, ou plus exactement, c'est un traquenard. C'est-à-dire que l'entreprise attend
que le client public, pour différentes raisons, adapte son programme, des raisons légitimes d'ailleurs, ce n'est pas du tout par caprice, évidemment. Et à ce moment-là, la machine se met dans un déroulement infernal qui fait que le public perd, donc le citoyen paye. Parce que c'est quand même ça, la conclusion. Donc, la question de la présence du client public pour accompagner ce type de processus est essentielle. Et il faut qu'elle aille loin. Parce que lorsqu'on voit le plan général, on ne s'y est pas arrêté longtemps, mais on voit que la ville de Paris est quand même en deçà d'une ambition qu'elle pourrait avoir aujourd'hui avec le Grand Paris. On voit que l'espace public qui est développé devant le tribunal est un espace public de nécessité, mais n'est pas un espace public de fédération. Pourquoi cet espace public ne va pas au-delà du boulevard périphérique? On imaginerait, on dessinerait ce plan d'urbanisme aujourd'hui, 10 ans plus tard à peine, on irait au-delà du périphérique. Et donc, ça, je trouve que c'est très intéressant d'être dans ce mouvement, si je puis dire, qui est organique, d'une certaine façon, entre ceux qui fabriquent la ville et ceux qui l'investissent au sens du travail et de l'habiter. Et à ce moment-là, le PPP peut être peut-être possible. Mais le public doit avoir une position de porteur de projet de façon à ce que le PPP devienne un objet d'urbanité, ou tout au moins que le résultat pour le citoyen soit au rendez-vous. Donc voilà, je voulais faire ce type de remarque. Et Dieu merci, je ne sais pas s'il faut s'exprimer ainsi, mais moi je le fais, ici, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce parallélisme, plus ou moins parallèle, entre un projet urbain et un projet architectural. Ça a été vrai pour les grands travaux de François Mitterrand, entre autres. Ça a été vrai pour d'autres, par exemple à Berlin, sur la mise en place du quartier, des ministères, etc. Ça a été vrai aussi, etc. Donc il y a, et c'est ce que je trouve beau, intéressant et culturellement riche, lorsque le projet politique porte le projet architectural. Et on pourrait insister aussi sur le dialogue avec les juges. Ce qu'on sent à Luxembourg, c'est ce qui a été rappelé d'ailleurs, c'est la qualité des échanges entre l'institution, l'architecte et la ville. Et ce dont on peut se plaindre pour Paris, c'est que le PPP a servi un peu de barrière et les juges ne pouvaient pas avoir ce dialogue direct avec les architectes. Une autre question, observation, intervention. Bernard, ce sera le mot de la fin parce que le temps tourne. Oui. Non, mais juste pour finir sur ce débat qui vient d'être initié par Dominique Perrault et que tu reprends, c'est-à-dire le fond, l'urbanisme, on peut parler, on peut avoir des visions, mais il y a quand même un hic, le terrain, il est acquis. C'est-à-dire, au Batignolles, la ZAC, c'était une friche ferroviaire, ça pouvait se négocier, ça pouvait discuter, parce qu'ils ne voulaient plus les chemins de fer, ils n'en voulaient plus de leur terrain. Donc il y avait un terrain, on pourrait faire des choses. Je ne sais pas comment ça s'est passé, sur quel terrain on a construit le ministère de la Défense. Ici, ce n'était pas urbanisé. Clichy, traverser le périphérique pour dire qu'il faut faire la couture sont des bonnes paroles. Sauf que l'entité publique n'est pas propriétaire des territoires de Clichy. Et donc, je veux dire, ça revient quand même, toute cette question d'urbanisme grave, elle revient à la question du foncier et de la propriété privée. C'est quand même, il faut avoir le pouvoir d'exproprier si on veut avoir des grands gestes. Voilà. Mais ça, c'était au 19e, ça, c'était Napoléon III, il savait faire ça. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et je crois que c'est là. Alors, l'occasion de la situation du tribunal de Paris, dans cette friche de no man's land, du terrain qui était prévu pour les Jeux Olympiques, mais qui n'ont pas eu lieu, etc., était là. Donc, on pouvait le faire. Donc là, on peut. On pouvait faire le parc, mais sinon, on ne peut pas.
C'est quand même grave comme problème, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment on peut le résoudre, mais en tout cas, je n'ai pas de réponse. Voilà. Vraiment, c'est juste c'est absolument vrai ce que tu décris, mais c'est un chapitre de l'histoire. Il y avait d'autres chapitres avant. D'autres lieux ont été pensés, d'autres implantations ont été pensées pour rassembler la cour d'appel avec le tribunal, etc. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est de ce portage finalement d'un projet, d'un grand ensemble judiciaire qui avait toutes les composantes et qui pouvait s'implanter au hasard, par exemple derrière la grande bibliothèque. Là aussi, il y avait des terrains et du ferroviaire. Merci beaucoup et je donne maintenant la parole à Joachim Schwirtz pour la mot de conclusion. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, merci pour la parole et merci pour cet échange très enrichissant. On retient surtout un fait, c'est un beau métier l'architecture, n'est-ce pas? Et puis, je crois que si je réfléchis bien, avant de recommander à mon institution un PPP, je préconise plutôt de rester fidèle à l'administration des bâtiments publics. Ça risque. Voilà. Il me revient maintenant, ça c'est très honorifique pour moi, de diriger votre attention sur une exposition que nous avons préparée, juste devant cette porte dans la salle des pas perdus. Et cette exposition, ce n'est pas un hasard, a été montée sous la régie artistique de l'agence Dominique Perrault. Elle a pour ambition de témoigner en 2 volets des réalisations urbanistiques et architecturales, ici sur le plateau du Kirchberg d'une part, et sur le site de la Cour d'autre part. D'ailleurs, l'un des volets illustre donc l'évolution urbanistique du plateau, gérée d'une main de maître, en dépit de ressources limitées, par le Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg. Au nom de l'institution, je souhaiterais exprimer nos vifs remerciements à l'adresse de la présidente Félicie Weiger et des anciens présidents Fernand Pech et Patrick Gillen, ici présents, pour l'excellente collaboration à ce jour et durant les dernières décennies, et une collaboration aussi d'ailleurs au profit de cette exposition dont je fais l'introduction et pour laquelle la contribution du Fonds a une fois de plus été déterminante. L'autre volet de l'exposition illustre l'évolution architecturale du patrimoine de la Cour, à partir du lancement du concours d'architectes relatif à l'ancien palais pour entamer l'ère des architectes Consemius, Van der Elst et Jamagne, et je me joins à mes prédécesseurs pour souhaiter la bienvenue à Madame Consemius, dont j'ai eu le privilège de faire la connaissance ce soir, succédée par celle des architectes Fritsch et Pachowski à partir des années 80, ensuite par l'intervention de Dominique Perrault, en association avec Fritsch et Pachowski M3, entamée aux années 90. Dominique Perrault nous reste fidèle jusqu'à la date d'aujourd'hui, où nous venons d'occuper la tour C et d'achever ainsi le complexe qu'il a conçu. Cet achèvement ayant été une réussite grâce à la fructueuse collaboration avec les bureaux d'architectes Ezera et Jean Petit. Bonsoir Jean. L'exposition n'aurait pas été complète sans l'apport du Musée luxembourgeois d'architecture, et je remercie aussi son président Alain Linster. Il me semble légitime de conclure que l'exposition met en exergue des projets et des ouvrages d'une dimension impressionnante, surtout à l'échelle du pays et de la ville de Luxembourg. Si des projets de telle envergure ont pu être menés à bonne fin, c'est grâce à la contribution au fil des années d'un grand nombre d'intervenants, issus tant des autorités nationales, des autorités supranationales, que des bureaux assumant la maîtrise d'œuvre.
Et nous n'oublierons pas de rendre hommage aux entreprises. Je m'arrête tout de suite, rassurez-vous. Nous n'oublierons pas de rendre hommage aux entreprises et à cette démonstration de leur savoir-faire. Même s'il s'agit donc d'un sport d'équipe, il convient de souligner la partie prise par le ministère des Travaux publics et par l'administration des bâtiments publics, dont des directeurs successifs, Gilles Ardin, Baldauf, Otto et Leider, n'ont jamais cessé avec leurs équipes, qui sont aussi présents en grand nombre ce soir, dans le cadre d'une collaboration étroite et collégiale, de travailler pour la Cour, avec la Cour, et ce qui est d'autant plus extraordinaire s'il en tient compte des enjeux techniques et financiers. Le montage de l'exposition consacrée à ces réalisations a été aussi passionnant que laborieux. Et je prends la liberté de dévoiler les armes secrètes de l'agence Perrault et de la Cour qui l'ont rendu possible, en remerciant Anaïs Fernand et Aphrodite Galiatsou pour le travail accompli. Ceux-ci n'en sont précisés que toute tentative de débauchage est proscrite. Je propose donc de nous rendre tous ensemble à l'exposition et de parcourir une bonne cinquantaine d'années de travaux d'architecture et d'urbanisme à travers croquis, plans, photos, prototypes, maquettes. Vous allez trouver tout ça devant la porte. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt. Voilà.